hooks, a tremendous barrage of punches, lefts and rights which have Burns helpless. At this very moment, in the early seconds of round 14, the police... 3, 4, 5, 6, 7, 8... They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Catches him with the right left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be... And the undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Les sports de combat existent depuis la nuit des temps. D'aussi loin que l'homme se souvienne, il s'est toujours battu pour sa survie, pour assurer sa domination, ou même pour extérioriser sa frustration. Les Grecs pratiquaient déjà le pugilat, un affrontement dans lequel les deux combattants ont le droit d'utiliser uniquement leurs poings recouverts de bandages. Mais c'est en 1743 qu'on voit l'apparition des premières règles qui transforment la rixe en un sport. De la main de Jack Broughton naissent The Ring Rules to be observed in all battles on the stage, soit les règles du ring à respecter dans toutes les batailles sur scène. Les règles sont les suivantes. Un carré est tracé au centre de l'espace d'affrontement dans lequel les boxeurs se positionnent de chaque côté et face à face au début du combat et à la suite de chaque chute. Un combattant qui n'est pas ramené par son assistant de coin donc, à cet endroit 30 secondes après sa chute est déclaré vaincu. Personne, excepté les boxeurs et leurs soigneurs, n'est autorisé à intervenir sur l'estrade. Un champion est déclaré vaincu s'il ne se présente pas sur l'estrade ou si ses seconds annoncent son abandon. Le vainqueur remporte un prix d'une valeur des 2/3 de la recette du jour. Pour éviter tout soupçon de corruption, les deux adversaires choisissent dans le public deux gentlemen qui officient en qualité d'arbitre. Il est interdit de frapper un adversaire au sol, de le saisir à la culotte ou encore de frapper sous la ceinture. Ces règles, assorties de certaines modifications et de certains ajouts en 1838 et 1854 vont aider à transformer la boxe en un véritable sport. Certains combats, comme Mendoza contre Humphreys en 1788, seront même annoncés en grande pompe dans les journaux de l'époque. Cependant, la boxe moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui voit le jour en 1891 avec l'entrée en vigueur officielle des règles du marquis de Queensberry. Les changements sont absolument révolutionnaires pour l'époque. 3 catégories de poids voient le jour, les légers jusqu'à 140 livres soit 63,5 kg, les moyens jusqu'à 158 livres soit 71,5 kg et les lourds au-dessus et sans limite. Un boxeur mis au sol bénéficie de 10 secondes pour reprendre le combat sans aide extérieure. Un round dure 3 minutes et est suivi d'une période de repos d'1 minute. Il n'y a pas de limite du nombre de rounds. Un combat se conclut par KO ou par abandon. Les gants sont obligatoires. On voit aussi la disparition de la lutte et des coups de coude, qui faisaient partie intégrante des combats au XVIIIe et au XIXe siècle. Avec les changements introduits par le marquis du Queensberry, la boxe devient un sport plus respectable, plus honorable. L'année 1892 marque le début officiel de ce que nous appelons aujourd'hui le titre linéaire de Man Who Beat the Man, l'homme qui a battu l'homme. John L. Sullivan est unanimement considéré comme le premier champion du monde poids lourd de boxe. James J. Corbett lui subtilise le titre en le mettant KO d'un terrible crochet gauche à l'oreille dans le 21e round de leur légendaire affrontement à la Nouvelle-Orléans en 1892. Le titre va changer de main plusieurs fois dans les années suivantes jusqu'à atterrir entre celles de Jack Johnson, qui le conservera de 1908 à 1915. Johnson était un boxeur sulfureux, physiquement imposant avec ses 103 kg pour 1m85, mais il était surtout noir. Et à cette époque, les boxeurs noirs combattent pour le championnat du monde coloré et non pour le Graal de champion du monde. Jack Johnson parvient à se frayer un chemin vers le sommet en affrontant exclusivement des combattants noirs, les blancs refusant de croiser le fer avec lui. Finalement, le champion du monde de l'époque, le Canadien Tommy Burns, décide de remettre à sa place ce noir impétueux. Johnson lui donne une leçon de boxe avant de le mettre KO au 14e round. Lands an uppercut, 3 left hooks, a tremendous barrage of punches, lefts and rights which have Burns helpless. At this very moment, in the early seconds of round 14, the police shut off the... Pour la première fois de l'histoire, un noir est champion du monde de boxe. Johnson se met à dos l'Amérique blanche en vivant une vie interdite aux personnes de couleur à l'époque. Le fils d'esclave, qui a travaillé comme écuyer et dormi sur des ballots de paille toute son enfance, collectionne aujourd'hui les manteaux de fourrure, les belles voitures et surtout les femmes blanches, totalement interdits par la loi à l'époque.
1919 voit apparaître la limite de 15 rounds par combat et marque l'avènement de celui qui sera plus tard considéré comme une légende et un des fondateurs de la boxe moderne, Jack Dempsey. Pour ceux qui lisent des mangas ou regardent des animés, vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Il est l'inventeur du Dempsey Roll, technique utilisée par Ippo Makunouchi dans l'œuvre éponyme. Jack Dempsey ne mesure qu'1m80 et ne pèse que 85 kg, mais il est un terrible frappeur et un technicien hors pair. Ses adversaires sont quasi assurés de finir avec des os brisés après avoir croisé son chemin dans un ring. Le 2 juillet 1921, il participe au combat du siècle. L'affrontement l'oppose au boxeur français Georges Carpentier, le champion du monde mi-lourd de l'époque. Le combat prend place à Jersey City, où une arène est montée spécialement pour l'occasion. 200 000 $, soit 3 500 000 aujourd'hui, sont promis à Carpentier et 300 000, soit 5 250 000 à Dempsey pour ce titre choc entre Américains et Européens pour un titre de champion du monde des lourds. 80 183 spectateurs dans l'arène. Henry Ford, John D. Rockefeller ou encore Charlie Chaplin sont au premier rang. La recette des ventes de billets dépasse pour la première fois de l'histoire le $1 000 000, atteignant la somme astronomique de 1,8 million, soit 31 500 000 aujourd'hui. La France, quant à elle, s'est totalement arrêtée. Sur les grands boulevards parisiens, la foule s'est massée devant le QG des principaux journaux de l'époque qui communiquent en direct les résultats du combat. Le président, Alexandre Millerand, est pendu à son téléphone. À l'aérodrome de Villacoublay, les avions sont prêts à décoller. Si Carpentier l'emporte, ils feront éclater des fusées rouges dans le ciel. Si c'est une défaite, les fusées seront blanches. Malheureusement, après avoir ébranlé le champion américain lors du deuxième round, Carpentier s'incline par KO au quatrième. And down goes Carpentier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. He's up just in time. And Dempsey goes after him and down again. 2, 3, 4, 5, 6. He's trying to get up. 8, 9, 10 and out. And Jack Dempsey remains heavyweight champion of the world. Ce combat est aussi le premier championnat du monde organisé par la nouvellement apparue NBA, National Boxing Association, une organisation attachée au gouvernement américain avec juridiction limitée aux US et qui sera l'autorité régulatrice d'un grand nombre de combats pour le titre ayant lieu sur le territoire de l'oncle Sam. L'année suivante, en 1922, le tout nouveau Ring Magazine décide d'offrir la première ceinture The Ring à Jack Dempsey. Ceinture qui représentera le championnat du monde linéaire, lançant par la même occasion la mode des ceintures et le symbole très fort qu'elles auront dans le futur. C'est aussi lors d'un combat de Jack Dempsey l'opposant à Gene Tunney le 22 septembre 1927 que la règle dictant au boxeur qui vient d'infliger un knockdown à son adversaire de se diriger vers un coin neutre voit le jour, sans quoi l'arbitre ne commence pas son compte. Petite ellipse d'une dizaine d'années. En 1937, le monde assiste au couronnement d'un nouveau champion du monde poids lourd, un boxeur noir de Détroit, un certain Joe Louis. Il est le premier champion du monde noir depuis Jack Johnson, affrontera les mêmes ennemis que lui, politiques et autres activistes de l'Amérique blanche. Cependant, son talent, sa modestie et sa discrétion vont aider les consciences à évoluer et l'Amérique tout entière commence à soutenir son champion. En 1936 et en 1938, il affronte par 2 fois Max Schmeling, un Allemand poussé par l'Allemagne nazie malgré lui. And in about 5 seconds, the fight will be on. They're twisting in the corners. There's the bell. And they step out. Both men cautiously sparring around in the center of the ring there. Neither man are Lewis waiting for some opening that he wants. Snelling got over a right hand high on Lewis's jaw that made Lewis rock his head. Snelling has sent Lewis down. Lewis is down. He did not wait for the count. He flushed and made Lewis step into the clinch. Then Donovan broke them. Snelling got over 2 more hard rights to Lewis's jaw and made Lewis give ground. And there Snelling straightened up Lewis with hard rights and left to the jaw. He has puffed up Lewis's left cheek and Lewis is down. Lewis is down, hanging to the rope, hanging badly. He is a very tired fighter. He is blinking his eyes, shaking his head. The count is done. The fight is over. The fight is over. Louis perd le premier combat par KO au 12e round. Heavyweight championship fight. We're moments away from the opening bell. Joe Louis, heavyweight champion of the world, comes out for round 1 in the dark trunks with the white stripe. Max Schmeling is wearing the all dark trunks. Since winning the world heavyweight title, an explosive right to the jaw hurts Max Schmeling.
Joe Louis all over Max Schmeling here in round one. Ripping punches to the head. Joe steps back. A dynamite right to the jaw, and Schmeling goes down here in the first round. Max is up at the count of 2. Louis moves in. Ripping punches by the Brown Bomber sends Schmeling down again. A crushing right explodes off Schmeling's jaw, and Max goes down for the 3rd time. It doesn't look like Schmeling's going to make it. It's all over. Joe Louis electrifies the boxing world with it. Et remporte la revanche de 38 à l'aube de la Seconde Guerre mondiale par KO au premier round. Joe Louis est encore le champion poids lourd avec le plus de défense de son titre linéaire avec 25 succès. Dans les années 50, la boxe est le sport le plus populaire aux États-Unis et le 2e en France, dépassé d'une courte tête par le cyclisme. 80 km des Sables d'Olonne, Tassin s'échappe et gagne nettement détaché. La mafia tient aussi les rênes du sport, contrôlant la majorité des combattants, des officiels et des promoteurs. Le champion du monde poids lourd en 1952 est un fils d'immigrés italiens, Rocky Marciano. Un manque de technique certain à cause de débuts dans le ring sur le tard, mais une puissance et une robustesse inédites. Marciano restera dans la légende comme l'unique champion du monde poids lourd à avoir pris sa retraite en étant invaincu, avec un palmarès de 49 victoires en autant de combats et 43 KO. Son record tient encore en 2024. Il se retire de la boxe avec son titre linéaire qui sera maintenant remis en jeu entre les 2 candidats les plus sérieux de la catégorie, Floyd Patterson et Archie Moore. En août 1962, la NBA change officiellement de nom pour devenir la WBA, World Boxing Association. Elle exprime ainsi clairement son intention de devenir l'autorité régulatrice numéro 1 dans le monde. À ce moment-là, Floyd Patterson est champion du monde. Sonny Liston moves out to face the big chance of his 28 years of a turbulent life. A left, a grazing right, and a solid left to the cheekbone dropped the champion. Il perd son titre contre Sonny Liston, qui le défend lors de leur rematch de 1963. 1963 est aussi l'année de naissance de la WBC, World Boxing Council, qui voit le jour à Mexico, avec pour ambition de défier et de dépasser la WBA, l'organisation américaine. Mais la WBC comme la WBA n'ont pas que de nobles ambitions, qui se résumeraient à développer la boxe ou au confort des combattants. En effet, pour défendre la ceinture ou défier le champion, les boxeurs doivent payer des frais à l'organisation concernée. Contrairement à la ceinture The Ring et au championnat linéaire, qui sont les 2 faces d'une même pièce, mais qui sont surtout entièrement gratuits pour les combattants. Le titre inaugural WBC est mis en jeu à côté du titre WBA lors du combat légendaire entre Sonny Liston et le jeune Cassius Clay, plus connu aujourd'hui sur le nom de Mohamed Ali. With slightly less than a minute more in the 6th round, the champion has slowed down a bit. The tempo has slowed. Feel now that Clay have all the confidence he needs and go home to beat our son in. Now they're working, as we know, with our camera shots in there. Now because they're pretty well pumped out. And I think Clay got all the confidence he needs now, so I think that he can't go on winning now. They might be stopping it. That might be all, ladies and gentlemen. Get up there, Joe. Get up there. Get up in the ring. Ali remporte ce combat et devient champion du monde linéaire, WBA et WBC. Ali décide d'affronter à nouveau Sonny Liston dans un rematch, ce qui ne plaît pas vraiment à la WBA qui voit Liston et ses liens avec la mafia comme un champion à l'image critiquable pour la fédération. La WBA prend une décision pour la première fois de l'histoire qui va devenir malheureusement récurrente. Elle retire le titre à Mohamed Ali. La ceinture vacante est mise en jeu lors du combat entre Ernie Terrell et Eddie Machen. Terrell remporte la ceinture WBA, mais Ali est toujours unanimement considéré comme le véritable champion du monde poids lourd. C'est donc à ce point de l'histoire de la boxe moderne que tout fout le camp et que tout devient très compliqué par avidité des organisations régulatrices. Ali défend la ceinture WBC 7 fois avant de croiser la route d'Ernie Terrell en 1967, toujours champion WBA après 2 défenses de titre. Giant. He's still in there at the end. It's all Ali here in round 15.
Ali remporte le combat à la décision unanime après 15 rounds très largement en sa faveur, au cours desquels il hurlera à plusieurs reprises « What's my name ?» entre deux combinaisons à son adversaire qui s'était fait un malin plaisir à l'appeler Cassius Clay lors des conférences de presse. Ali s'était en effet converti à l'islam entre les deux combats contre Liston. Il avait d'abord pris le nom de Cassius X, le X représentant le rejet du nom d'esclave, avant que Elijah Muhammad, le leader de la Nation of Islam, lui donne le nom de Mohamed Ali. Ali est donc le champion WBC, WBA, ring et linéaire. La ceinture WBA rejoint enfin le véritable champion du monde. Après 2 défenses supplémentaires de son titre unifié, Ali se voit suspendu en 1969 par la commission pour son refus de s'engager dans l'armée américaine pour aller combattre au Vietnam. Ses ceintures lui sont retirées, d'abord la WBA qui sera mise en jeu entre Jimmy Ellis et Jerry Quarry. Ellis devient champion du monde WBA et affronte un dénommé Joe Frazier en 1970 pour défendre son titre, mais aussi pour la ceinture WBC vacante et The Ring Magazine. Frazier devient le champion unifié de la catégorie en battant Ellis. A right there. A left that missed. Another right that connected. Down goes Ellis. Down goes Ellis. He is beaten again with the left. Ellis standing there. Oh! A tremendous left hook, and he cannot be saved by the bell. Il ne lui manque qu'un titre, le titre linéaire de Man Who Beat the Man, toujours détenu par l'invaincu Mohamed Ali. C'est d'ailleurs la première fois que la ceinture The Ring n'est pas en adéquation avec le titre linéaire. Frazier met un terme à cette ineptie en affrontant et en battant Mohamed Ali le 8 mars 1971 au Madison Square Garden de New York dans un combat culte et encore aujourd'hui considéré comme un des plus beaux de l'histoire. Step back, says the referee. Time is important here. 3, 4, 7. He takes the mandatory 8 count. And the winner, by unanimous decision, Joe Frazier, who retains his heavyweight title. Champion of the world, Joe Frazier. Grâce à la réunification des titres par Joe Frazier, tout va redevenir assez simple pour les prochaines années. La rivalité légendaire entre Ali, Frazier et Foreman va durer quasiment toute la décennie. Abonnez-vous à la chaîne, on fera très prochainement une vidéo dédiée entièrement à cette période. Cette vidéo est sponsorisée par Shadow Boxing App. Vous rêvez de débuter ce sport magnifique qu'est la boxe, mais vous ne savez pas par où commencer. Bien, j'ai la solution pour vous. Je vous présente un nouvel élève. Par souci d'anonymat, nous l'appellerons Kabir. Et comme beaucoup de nouveaux élèves, Kabir fait n'importe quoi. Heureusement, son coach est là pour le rappeler à l'ordre. Bon, le sac, c'est pas trop ça, alors Kabir s'essaie au shadow. Sans grand succès. Mais grâce à son partenaire d'entraînement, Kabir va enfin voir la lumière. Kabir vient de découvrir Shadow Boxing App, l'application qui t'accompagne dans tes entraînements et révolutionne le shadow. Grâce à Shadow Boxing App, tu peux non seulement découvrir les bases de la boxe, mais aussi casser la routine. Si t'en as marre des shadows un peu ennuyeux et que tu veux découvrir autre chose à la maison comme à la salle, télécharge Shadow Boxing App. L'application est notée 4,9 par plus de 6200 utilisateurs à travers le monde. Mais surtout, grâce à Shadow Boxing App, Kabir le nulos est devenu Kabir le monstre. Et maintenant, son coach est fier de lui. Pouvoir continuer à l'aider à progresser. Téléchargez Shadow Boxing App, les liens sont dans la description.
En 1978, tout repart en cacahuète. Léon Spinks, qui vient de prendre les titres à Ali, refuse de défendre la ceinture WBC contre le challenger imposé par la fédération, Ken Norton, préférant un rematch lucratif contre Ali. La WBC lui retire la ceinture et promeut Norton de la position de challenger numéro 1 à celle de champion du monde. Norton perd sa ceinture immédiatement contre Larry Holmes, faisant de Norton le seul champion du monde WBC de l'histoire à n'avoir jamais remporté un combat pour le titre. Cette anecdote illustre plutôt bien la folie dans laquelle s'installent les fédérations majeures. Les dérives financières et politiques qui régissent les organisations alphabet commencent à largement prendre le dessus sur l'aspect sportif. Les challengers mandatory, ou obligatoires en français, sont nommés de façon absolument unilatérale par les organisations en fonction de leurs propres intérêts. Le champion refuse de défendre sa ceinture contre le candidat obligatoire, pas de souci pour la fédération qui retire la ceinture au champion de façon unilatérale et dictatoriale. Holmes est champion du monde WBC et Ali reprend sa ceinture WBA, ring et son titre linéaire en battant Spinks lors du rematch. Ali part à la retraite et rend vacant tous ses titres. Le titre linéaire et la ceinture ring sont mis en jeu lors du combat entre Larry Holmes, le champion WBC, et Ernie Shavers, les deux meilleurs poids lourds de l'époque. La WBA, qui aurait dû très naturellement suivre le mouvement pour unifier à nouveau les titres, prend la décision ubuesque d'organiser un combat pour le titre entre John Tate et Jerry Coetzee. Et pendant que Holmes défend sa ceinture WBC 16 fois, du jamais vu depuis Louis, et qu'il confirme son titre linéaire en battant un Mohamed Ali sorti de sa retraite pour l'occasion, la WBA ne le reconnaît pas comme son champion légitime et la ceinture passe de Tate à Weaver, à Dox, à Coetzee, à Page, à Tubbs, à Witherspoon, à Smith. À ce moment-là de l'histoire, la ceinture WBC est considérée comme celle qui compte vraiment, celle qui est détenue par le véritable champion du monde. En effet, elle est détenue par le champion The Ring et le champion linéaire de la catégorie, le numéro 1 incontestable. En 1983, deux nouveaux tournants. L'un va protéger les boxeurs à la suite d'un événement tragique survenu dans le ring, l'autre va rendre notre situation encore plus complexe. Le premier tournant est une décision de la WBC d'abaisser le nombre de rounds de 15 à 12 pour un combat pour le titre. Ce changement fait suite à la mort tragique de Duke Koo Kim après son combat face à Ray Mancini. Le second tournant est le suivant. Holmes rend vacante la ceinture WBC à cause d'un désaccord pécuniaire entre lui et son manager Don King en cas de nouvelle défense de la ceinture verte. Et Holmes va prendre une décision qui va changer le visage de la boxe à tout jamais. Il va combattre pour le titre inaugural d'une très jeune fédération, l'IBF, International Boxing Federation. Holmes étant le champion linéaire et Ring Magazine, la ceinture IBF devient de facto une ceinture majeure. En parallèle, Tim Witherspoon a récupéré la ceinture WBC laissée vacante par Holmes, puis l'a perdue contre Pinklon Thomas. À la fin de l'année 1984, et pour la première fois dans l'histoire du Noblard, nous avons 3 champions du monde poids lourd. Holmes est le champion IBF linéaire et The Ring, Thomas le champion WBC, et la ceinture WBA appartient à Greg Page. Nous entrons officiellement dans l'ère dite des 3 ceintures. Heureusement, à la fin des années 80, un jeune boxeur poids lourd éclot avec une ambition très simple: réunir tous les titres majeurs. Iron Mike Tyson commence sa conquête du titre incontesté des poids lourds par la ceinture WBC, détenue en 1990 par Trevor Berbick. Le résultat est sans appel. Tyson défait Berbick par KO au 2e round et devient le plus jeune champion de l'histoire de la catégorie, à tout juste 20 ans. And 5 and 6 and 7 and 8, and he says he's over. That uppercut is Tyson. Catches him with a leg left hook, and he goes down. He goes down. He should be able to get up from this. His legs may be shut. They are. As Trevor Berbick falls back in the rope. I don't know if he's going to be able to continue. He's got the heart, but his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out. It'll be scored as a knockout. Mills Lane counted him. S'ensuit un combat d'unification contre le tenant du titre WBA, James Smith, qui offrira un meilleur menton à Iron Mike, tenant jusqu'à la décision dans un combat à sens unique en faveur du jeune champion. Après une défense de ses 2 ceintures contre Pinklon Thomas, Mike s'attaque à la 3e, l'IBF. Larry Holmes n'en est plus le propriétaire, s'étant incliné par 2 fois contre Michael Spinks. Ce dernier n'ayant pas trouvé d'accord financier pour affronter son challenger mandatory, Tony Tucker, s'est vu retirer la ceinture qui avait été remise en jeu dans un combat entre les numéro 1 et numéro 2 du classement de la fédération, Tony Tucker
et Buster Douglas. Tony Tucker l'avait emporté et affronte maintenant Tyson dans un combat d'unification des 3 ceintures majeures. Tyson l'emporte par décision unanime dans un combat outrageusement dominé. Mais si vous avez bien suivi, il manque un titre à Iron Mike. Le titre linéaire, symbolisé par la ceinture The Ring, est toujours en possession de Michael Spinks, qui avait battu Larry Holmes et qui n'a pas perdu depuis. Après plusieurs défenses réussies de ces 3 ceintures, Mac Tyson affronte enfin Michael Spinks pour le titre linéaire et la ceinture The Ring. Tyson l'emporte par KO au premier round et est enfin le champion incontesté des poids lourds. En 1988, un groupe de businessmen portoricains et dominicains membres du conseil de la WBA, mécontents de la direction que prend la fédération, décident de créer leur propre fédé, la WBO, World Boxing Organization. Pour l'instant, cette organisation n'est reconnue ni comme indépendante, ni comme majeure. En 1989, la nouvelle direction de The Ring Magazine décide d'arrêter d'octroyer la ceinture symbolisant le champion linéaire. La ceinture disparaît donc, et le titre linéaire n'est plus symbolisé par aucune ceinture. Jusqu'à la fin de l'année 1992, les titres sont unifiés et le champion est parfaitement identifié. Mais le 14 décembre 1992, Riddick Bowe, le champion WBC, décide de se séparer de sa ceinture d'une façon particulièrement théâtrale, en la jetant dans une poubelle devant la presse. Bowe refusait d'affronter le challenger mandatory WBC de l'époque, Lennox Lewis. Lewis est promu par la WBC du rang de numéro 1 à celui de champion du monde. La ceinture verte et or va passer de Lewis à Oliver McCall, puis à Frank Bruno, pour finir autour de la taille de Mike Tyson en 1996. Ce dernier décide de la rendre vacante, car il veut affronter Evander Holyfield dans un méga fight extrêmement lucratif. La ceinture WBA aura appartenu successivement à Bowe puis Holyfield, Michael Moorer, George Foreman. Big George se voit retirer la ceinture lorsqu'il refuse d'affronter son mandatory, Tony Tucker. Ce dernier affronte Bruce Seldon dans un combat pour le titre vacant. Seldon l'emporte et tente sa première défense contre un Tyson ayant rendu son titre WBC vacant quelques jours plus tôt. Oui, c'est le bordel. Tyson l'emporte et son combat contre Holyfield sera donc bien un championnat du monde, celui de la WBA. La ceinture IBF, qui était toujours unifiée à la ceinture WBA, est elle aussi rendue vacante par Foreman en 1994. Oui, c'est vraiment beaucoup le bordel. À la fin de l'année 1997, la boxe offre malheureusement une image qui deviendra une habitude dans les années 2000. La division des poids lourds est gouvernée par 3 champions distincts. Lewis est champion WBC, Holyfield est champion WBA et IBF, et Foreman est champion linéaire. Heureusement, à la fin des années 90, le combat d'unification ultime va enfin avoir lieu. Lewis, qui est toujours détenteur du titre WBC et qui s'est emparé du titre linéaire entre-temps, affronte Holyfield, le champion unifié IBF et WBA. Le 13 mars 1999, au Madison Square Garden de New York, après 7 ans d'attente, la catégorie poids lourd verra enfin le couronnement d'un roi incontesté. L'excitation est à son paroxysme. Le combat se termine sur une décision partagée. Un nul partagé. Retour à la case départ, les deux champions conservent leur titre, toujours pas de champion incontesté dans la catégorie reine. Le rematch, cette fois-ci à Las Vegas, a lieu le 13 novembre de la même année. And Lewis fires a rare left hook. And the undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Cette fois, pas de match nul. Lennox Lewis est couronné champion incontesté des poids lourds. Il ne restera pas longtemps car dès le début de l'année 2000, la WBA lui retire son titre. La raison ? Lewis avait préféré défendre son statut d'incontesté contre le mandatory WBC plutôt que le mandatory WBA. La WBA avait pris soin de glisser dans le contrat du combat entre Lewis et Holyfield que le vainqueur devait défendre en priorité sa ceinture contre la challenger WBA. Nouveau millénaire, mais les fédérations décident de tout compliquer au lieu de prendre les bonnes décisions. Et en parlant de tout compliqué, la WBA a une idée magnifique pour fêter l'an 2000. L'association prend une décision qui va créer un précédent terrible dans le monde de la boxe. Elle invente une nouvelle ceinture. Maintenant, 2 champions du monde WBA peuvent se retrouver dans la même catégorie, le super champion et le regular champion. Le regular champion n'est considéré comme le véritable champion de la catégorie que s'il n'y a pas de super champion dans la dite catégorie. Oui, faut suivre.
Alors pourquoi prendre cette décision incompréhensible et détestée et critiquée à la fois par les fans et les spécialistes? La réponse est malheureusement toujours la même et malheureusement trop simple. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans la vidéo, chaque fois qu'une ceinture est remise en jeu, les deux combattants participant au combat pour le titre doivent payer un tribut à la fédération régulatrice. Pour être précis, 3% de leur bourse. Plus de titres égale plus d'argent qui rentre dans les caisses, c'est aussi simple que ça. Les années qui suivent sont les années noires de la boxe. Le public historique s'y perd, s'ennuie et la flamme s'essouffle petit à petit. Les néophytes ont trop peur de s'aventurer dans un sport qui est complexe, où les ceintures se multiplient, dans lequel la politique et les intérêts financiers semblent écraser l'enjeu sportif. La WBC emboîte le pas à la WBA en créant le titre Silver, qui est une sorte d'alternative au titre intérimaire, mais qui ne garantit ni un title shot, ni une promotion au rang de champion en cas de retrait du champion actif. Oui, c'est de plus en plus le bordel. L'association multiplie aussi les ceintures commémoratives, sans aucune valeur sportive, mais qui ajoutent à la confusion globale qui règne au sein du public. L'augmentation exponentielle du nombre de catégories avait déjà posé de bonnes bases pour rendre ce spectacle trop confus. De 1884 à 1914, seulement 8 catégories sont officialisées dans l'ordre chronologique suivant: lourd, moyen, léger, plume, coq, mouche, mi-lourd, mi-moyen. Ces 8 catégories, qu'on appelle les 8 catégories glamour, sont les seules pendant 45 ans, jusqu'en 1959 et l'apparition des super légers. 6 catégories de plus voient le jour entre 1959 et 1987. Plus de catégories, plus de ceintures, plus de combats pour le titre, plus d'argent pour les fédés, je pense que vous avez compris le concept. C'est à partir des années 2000 que vous pouvez voir arriver un boxeur sur le ring avec 5 ceintures brandies au-dessus de la tête, sans pour autant qu'aucune ne soit un véritable titre de champion du monde. La ceinture The Ring Magazine refait son apparition en 2002, avec comme ambition de permettre au public d'y voir plus clair en désignant le véritable champion de la catégorie, le champion linéaire. En 2004, nouvelle bombe. Bernard Hopkins et Oscar de la Hoya combattent pour la ceinture WBO. Les deux meilleurs de la catégorie s'affrontent, c'est annoncé comme un véritable combat d'unification des 4 ceintures, la première fois depuis la naissance de la WBO. Hopkins l'emporte et devient le premier champion du monde incontesté de la nouvelle ère, celle des 4 ceintures. C'est donc à partir de ce combat qu'on considère que la WBO devient une ceinture majeure, la 4e. Les années suivantes sont marquées par la domination des frères Klitschko. Vitali a en sa possession la ceinture WBC, son cadet Vladimir est champion WBA, WBO, IBF, linéaire et The Ring. Les deux frères ont promis à leur mère de ne jamais s'affronter, l'espoir d'un combat d'unification s'éloigne donc. Nous arrivons enfin dans notre génération. Tyson Fury défait Vladimir Klitschko, emportant au passage tous ses titres. Fury part en dépression, l'unification des ceintures explose. Un jeune Britannique médaillé d'or au JO de Londres a un rêve: unifier tous les titres pour la première fois depuis 1999. Dans ce contexte, il faudra aller les chercher une par une. D'abord la ceinture IBF tenue par Charles Martin. Anthony Joshua l'emporte par KO au deuxième round. Vient ensuite le combat d'unification à Wembley contre Vladimir Klitschko. AJ est vainqueur par KO au 11e round et s'ajoute la ceinture WBA aux côtés de sa ceinture IBF. En 2018, le combat contre Joseph Parker met en jeu les ceintures WBA, IBF et WBO. AJ l'emporte à la décision. Il n'est plus qu'à un combat de réaliser l'exploit de Mike Tyson à la fin des années 80, unifier les ceintures une par une. Un seul combat? Vraiment? Tyson Fury est sorti de sa retraite. Il n'a toujours pas été vaincu, il est donc toujours le champion linéaire. Et la ceinture WBC est détenue par Deontay Wilder. Comme en 1997, la catégorie poids lourd est gouvernée par 3 rois distincts: Fury, Joshua et Wilder. Fury remporte la ceinture WBC contre Deontay Wilder dans une trilogie qui deviendra culte. La politique, la rivalité entre promoteurs, les demandes financières des combattants surréalistes, autant d'éléments qui se mettront en travers d'un combat de réunification de tous les titres entre Fury et Joshua. Joshua se doit de défendre ses ceintures contre son mandatory WBO, un Ukrainien champion incontesté des lourds légers qui vient de monter chez les poids lourds, un dénommé Alexander Usyk. Usyk remporte le combat et le rematch, s'emparant des ceintures WBA, WBO et IBF d'Anthony Joshua, mais aussi de la ceinture The Ring laissée vacante par Tyson Fury. Fury défend ses titres linéaires et WBC contre Dillian Whyte, Derek Chisora, puis Francis Ngannou. L'arrivée de l'Arabie Saoudite, de leur vision et de leur portefeuille dans le monde de la boxe change drastiquement les choses. Et le 18 mai 2024, nous avons enfin le combat historique tant attendu, un combat d'unification de tous les titres entre Fury et Usyk. La ceinture WBA, IBF, WBO
WBC, Ring et le titre linéaire sont en jeu. La WBC en profite pour ajouter une ceinture commémorative et les Saoudiens une ceinture Undisputed. Une autre ceinture est mise en jeu, une ceinture qui existe depuis 1993 mais que j'ai volontairement oublié de mentionner, la ceinture IBO. Cette dernière n'est toujours pas reconnue comme une ceinture majeure, mais sa présence dans les mains de champions incontestés tels qu'Alexander Usyk pourrait amener à un changement de statut dans les prochaines années. Nous pourrions en effet être à l'aube de l'ère des 5 ceintures. Mais l'envie des Saoudiens de décerner une ceinture Undisputed pourrait aussi nous mettre sur la bonne voie, celle d'une simplification de ce système. Un seul champion du monde par catégorie. Comme à l'époque des illustres champions en noir et blanc, ceux qui ont fait de la boxe plus qu'un simple sport. Ceux qui ont ouvert la voie aux artistes du ring. Ceux sans qui nous n'aurions jamais vibré devant Fury versus Usyk. Ceux grâce à qui la boxe s'appelle le noble art.